Quand on parle de la relation entre la France et le Mali en 2023, on pourrait presque y voir l'avant-match de boxe entre Ngannou et Fury, un petit jeune sans expérience qui veut défier le maître avec le soutien de ses amis Burkina Faso et Niger. Mais derrière ce tableau improbable se dessinent des vérités souvent omises par les politiques et les médias. Après avoir tissé des liens étroits et reçu en grande pompe le guide libyen Muammar Kadhafi en 2005, qui aurait pu imaginer qu'en 2011, le président Sarkozy serait à l'initiative d'une guerre en Libye? En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. La France est décidée à assumer son rôle devant l'histoire. 12 ans après le début de cette guerre, qui a eu des répercussions au-delà des frontières libyennes, l'Afrique en paye encore le prix. Bienvenue sur Good Side Story. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas du Mali, victime collatérale de la guerre en Libye. Depuis l'indépendance du Mali en 1960, les Touaregs au nord du pays se sentent marginalisés par le pouvoir en place, politiquement et économiquement, ce qui les motive à vouloir l'indépendance. En 2011, ils créent le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, le MNLA. L'Azawad est le nom utilisé par les Touaregs pour désigner l'ensemble des régions au nord du Mali, une appellation majoritairement rejetée par la population au sud du pays. Les rebelles Touaregs proclament l'indépendance du nord du Mali. Cette région est considérée comme leur berceau naturel. En mars 2012, la situation se détériore. Les rebelles indépendantistes Touaregs sont évincés par leurs alliés islamistes armés venus de Libye qui prennent le contrôle de Kidal, Gao, puis Tombouctou. En janvier 2013, le gouvernement malien sollicite une intervention internationale pour contrer ces groupes armés, qui progressent vers le sud du pays et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité nationale. La France intervient rapidement avec l'opération Serval pour contrer leur avancée. Plus de 4500 soldats sont déployés. En un mois, les villes de Gao, Tombouctou et l'aéroport de Kidal sont repris aux terroristes. Le 2 février 2013, le président de la République François Hollande est accueilli à Tombouctou comme le libérateur. On peut comprendre la joie de la population, mais il est important de rappeler que cette situation est issue de la guerre en Libye à laquelle la France a vivement participé. Donc la mobilisation française est avant tout réparatrice. L'année suivante, en mai 2014, la ville de Kidal est remise par les militaires français aux mains des rebelles Touaregs, une décision incompréhensible et non approuvée par la population. L'opération Serval se poursuit jusqu'en juillet 2014 et elle est immédiatement remplacée par l'opération Barkhane, qui s'élargit à tous les pays du G5 Sahel, qui comprend le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Cette opération a pour objectif de continuer les efforts pour stabiliser la région du Sahel en luttant contre les groupes armés djihadistes, en renforçant la sécurité et en plaçant la protection des populations civiles au premier plan dans tous les pays. Elle mobilise jusqu'à 5100 soldats français et européens et coexiste avec 13 000 hommes de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA. Grâce à la coalition européenne et régionale, les troupes armées subissent la perte de nombreux chefs et de plus de 2500 djihadistes. Mais cela n'empêche pas les attaques d'ampleur contre des bases militaires et de provoquer la mort de nombreux civils au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ce qui montre leur forte capacité à renouveler leurs effectifs localement. Face à la situation qui se dégrade, un sentiment anti-français commence à se propager au Mali, où des manifestants réclament le départ des troupes françaises et étrangères. C'est dans ce contexte que le président Macron rassemble les chefs d'État du G5 Sahel à Pau en janvier 2020 afin de redéfinir les objectifs et l'organisation des opérations tout en légitimant la présence française. Le gouvernement français a toujours soutenu Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, président élu en 2013 et 2018. Cependant, la majorité des Maliens lui reprochent la corruption du régime, son incapacité à résoudre la montée du terrorisme, l'augmentation des tensions ethniques et la faiblesse des services publics,
notamment dans l'éducation, la santé et les infrastructures, surtout dans le nord. C'est dans cet environnement qu'en août 2020, il est renversé par un putsch après des mois de crise politique et démissionne. Ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, nous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions. Le président tchadien Idriss Déby, allié indéfectible de la France depuis 30 ans, décède au combat en avril 2021. La France soutient la prise de pouvoir de son fils et de l'armée, qui se fait hors de tout cadre constitutionnel. Le mois suivant, dans un climat sécuritaire qui continue de se dégrader au Mali, malgré la présence de Barkhane intensifiant la colère de la population, les militaires prennent de nouveau le contrôle du pays. Après ce nouveau coup d'État, les relations entre Paris et Bamako se détériorent. En effet, la France le condamne fermement, alors qu'au Tchad, elle soutient à 100% le fils du défunt président Déby, qui succède à son père comme dans une dynastie. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. Ce qui a été conduit par, à nouveau, les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable, qui appelle notre condamnation immédiate, et aussi le fait que nous sommes prêts, dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. La France applique la politique du deux poids, deux mesures. Le président Macron profite de son mécontentement pour annoncer en août le départ progressif des 5000 hommes de Barkhane. Afin de préparer cet abandon, le gouvernement malien à la recherche de solutions s'entretient avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Ce choix est vivement critiqué par une quinzaine de puissances occidentales, dont la France, qui utilisent ce prétexte pour accélérer le départ de ces troupes, dont l'efficacité après 8 ans de présence au Mali reste discutable. Imaginez que vous vivez dans un village proche d'une forêt où il y a un incendie. Au bout de quelques jours, malgré le travail acharné des pompiers sur place, vos habitations sont menacées et on vous demande d'évacuer. Après 24 heures, le feu est maîtrisé et vous pouvez rentrer chez vous. Malheureusement, 48 heures après, le feu reprend de plus belle. Il faut encore évacuer. Et ce manège dure pendant 30 jours où les meilleurs pompiers sont mobilisés avec du matériel dernier cri. Mais ils n'arrivent pas à maîtriser le feu. Même si vous avez confiance en tous ces pompiers, au bout d'un moment, il y a des limites. C'est dans ce genre de situation que la fameuse phrase d'Albert Einstein prend tout son sens. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Entre nous, vous êtes présidente ou président du Mali. Les militaires occidentaux sont là, mais pas les résultats attendus. Vous n'allez pas chercher une autre alternative après des années d'instabilité? En janvier 2022, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ferme ses frontières avec le Mali et impose un embargo économique et financier pour les sanctionner du report des élections. Mais les réelles victimes de ces décisions sont encore la population dans un pays à la recherche de stabilité. Ces sanctions auraient pu provoquer un soulèvement populaire, mais les Maliens conscients et solidaires savent pertinemment que la révolte militaire est avant tout celle du peuple. 6 mois plus tard, une partie des sanctions est levée. Une enquête de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a révélé l'implication de la force Barkhane dans la mort de 22 personnes, dont 19 civils, lors d'une frappe aérienne près du village de Bounti en 2021 au cours d'un mariage. Les autorités françaises ont également été mises en cause dans la mort de 3 personnes lors d'une manifestation contre le passage d'un convoi militaire français à Terra au Niger la même année. Bien évidemment, la France nie toutes ces accusations, preuve de sa bonne foi. La France, pays des droits de l'homme, refuse que des enquêtes indépendantes soient faites. Le 24 janvier 2022, coup d'État au Burkina Faso, dirigé par un groupe militaire motivé par l'incapacité du gouvernement à contenir l'insurrection djihadiste. Le 31 janvier, après de nouveaux propos hostiles de Paris à l'égard des autorités de transition maliennes, l'ambassadeur de France est expulsé.
Le 15 mai, le Mali quitte le G5 Sahel, invoquant une organisation instrumentalisée par l'extérieur. Le 15 août, après 9 ans de présence, les derniers militaires français quittent le Mali, direction le Niger. Le 30 septembre, le Burkina Faso vit un nouveau coup d'État, le deuxième en l'intervalle de 8 mois. La situation sécuritaire du pays qui s'aggrave reste la raison principale invoquée. Le 26 juillet 2023, le Niger devient le troisième pays sous opération Barkhane à orchestrer un coup d'État, avec les mêmes motivations que ses voisins, à savoir la dégradation de la situation sécuritaire, minée par la violence de groupes djihadistes. En outre, dans un contexte de vive tension, Paris suspend la délivrance des visas après avoir placé tout le Mali en zone rouge, formellement déconseillé aux voyageurs. D'après la France, il y aurait une progression des djihadistes, des risques d'enlèvement et de l'insécurité de manière générale. Le ministère malien des Affaires étrangères apprend avec surprise le classement de tout son pays en zone rouge dans la soirée du 9 août sur les réseaux sociaux. Il décide alors à son tour de suspendre la délivrance de visas par les services consulaires maliens à Paris. 2 jours avant, Air France suspend ses vols vers le Mali et le Burkina Faso en prétextant la fermeture de l'espace aérien du Niger. Ce qui manque de logique en considérant que le ciel n'a pas de limite, qu'un avion, contrairement à une voiture, peut dévier là où il le souhaite. En plus, pour ceux qui connaissent leur géographie, depuis quand un vol direct Paris-Bamako ou Paris-Ouagadougou doit passer par l'espace aérien du Niger? À moins que Air France ait du carburant à gaspiller, je ne vois pas. Le 10 octobre dernier, Air France annonce fièrement la reprise de ses vols à destination de Bamako, avant d'être contredite le lendemain par les autorités aéronautiques maliennes, pour qui la demande est en cours d'examen. Vu comment Air France, compagnie privée, a suspendu ses vols du jour au lendemain, sans concertation et considération avec les autorités compétentes maliennes, c'est normal que leur retour soit conditionné. On n'entre pas au Mali comme on veut, la diplomatie, ça existe aussi en Afrique. Qui aurait pu prédire qu'un pays africain francophone pourrait tenir tête à la France? On aura beau dire ce qu'on veut, les anciennes colonies françaises sont toujours dirigées par des hommes qui montrent une certaine soumission à la France et maintiennent la France-Afrique d'actualité. À cela s'ajoutent des accords coloniaux secrets qui légitimisent la mainmise de la France sur certains de leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle la France dirige, valide, manipule, sanctionne les pays du Sud qui jouent les indépendants. En 3 ans, l'Afrique francophone a connu 8 coups d'État, contre un seul en Afrique anglophone. Cette réalité donne un œil plus clément aux coups d'État validés par des populations lésées, mais diabolisées par la France selon ses bénéfices. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire Le Point, le président Macron dit « Ces interventions françaises à la demande des États africains ont été des succès. Si nous ne nous étions pas engagés avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait sans doute plus de Mali, plus de Burkina Faso. Je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore le Niger. » Ces déclarations arrogantes et paternalistes manquent de réalisme et de diplomatie. Il est important de rappeler que ces nations ont subi et subissent encore les conséquences de la guerre en Libye, où la France a joué un rôle majeur. D'ailleurs, l'ex-président Sarkozy sera jugé en 2025 dans le dossier du financement libyen de sa campagne de 2007. Il faut quand même avoir une morale particulière et des choses à cacher pour faire la guerre à quelqu'un qui vous a aidé à devenir président. Disloqué, un État disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes, et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi? Ai-je compris cela? Ce n'est pas une accusation. Ah bon? Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Vis-à-vis du Sahel, la France se plaît à jouer la carte de la solidarité face à une pauvre Afrique sans aucun intérêt en retour. Même si cela peut paraître farfelu, l'Afrique c'est réellement le Wakanda en matière de ressources. Le Mali est le 3e producteur d'or du continent. Il possède également d'importants gisements de gaz, d'uranium, des réserves de minerais de fer, de bauxite et de manganèse. Le Burkina Faso est le 4e producteur d'or du continent. Le pays a un potentiel de niveau mondial en manganèse, ainsi que des ressources en nickel, phosphate, fer et beaucoup d'autres. Les 2 principales ressources naturelles du Niger sont l'uranium et le pétrole. La France compte 3 sites de production d'uranium, détenus à plus de 30% par l'État nigérien, ce qui correspond à des dizaines de millions d'euros qu'ils reçoivent chaque année sans que le pays se développe à sa juste valeur. Le Tchad dispose d'or, de pétrole, de diamants, de fer, de bauxite et de beaucoup d'autres ressources. La Mauritanie, quant à elle, est riche en or, en pétrole, en fer et en cuivre. Ne soyons pas naïfs, la France a des intérêts et de l'intérêt pour toutes ces ressources naturelles.
En ce mois de décembre, le Burkina Faso a arrêté 4 espions français, que Paris présente comme des informaticiens pour le compte de l'ambassade de France. En août, c'est le Niger qui incrimine la France pour le non-respect de la fermeture de son espace aérien et pour la libération de terroristes. L'année précédente, c'est le Mali qui saisit l'ONU en accusant la France de violer son espace aérien et d'armer les djihadistes en affirmant détenir des preuves. Pour ces 3 pays, cela constitue bien évidemment des actes de déstabilisation et des représailles que, comme d'habitude, Paris dément. La vérité qu'on connaît tous, c'est que quand un occidental est pris en otage au Sahel, c'est des millions d'euros, voire même la libération de centaines de prisonniers djihadistes qui est demandée par les terroristes. Donc oui, la France, comme d'autres nations, a déjà financé le terrorisme, provoquant l'insécurité et l'instabilité du Sahel et tuant des milliers de civils africains pour sauver quelques vies occidentales qui ont plus de valeur. Comme dans une relation toxique, où le pervers narcissique serait la France et l'Afrique sa victime, le Mali représenté par le président Assimi Goïta, le Burkina Faso avec le président Ibrahim Traoré, ainsi que le Niger représenté par le président Abdourahmane Tchiani, nous ouvre les yeux et brise le schéma du néocolonialisme qui empêche l'Afrique d'évoluer. La France est restée quasiment une décennie au Mali pour aboutir à un départ souhaité par tous faute de résultats. 15 mois après son départ, le 14 novembre dernier, a sonné la reconquête de Kidal après plus de 10 ans d'absence dans cette ville des forces armées maliennes, accompagnées du groupe Wagner et du soutien logistique du Niger et du Burkina Faso. Ces 2 pays ont finalement aussi quitté le G5 Sahel, qu'ils perçoivent aussi comme une organisation servant les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel. La Russie, contrairement à la France, ne se positionne pas en sauveur. Elle prévoit d'intervenir au Mali dans divers domaines stratégiques, comme les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, ainsi que la défense et la sécurité. Après le succès de Kidal, le Mali a signé un accord avec la Russie pour la construction d'une raffinerie d'or à Bamako. Ce projet sera un véritable booster pour l'économie malienne, qui est pour l'instant simple spectatrice du raffinage qui se fait hors du continent, notamment en Suisse, au Canada et en Chine. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso envisagent de créer un fonds de stabilisation, une banque d'investissement et un comité chargé d'étudier l'union économique et monétaire. Cela sonne le début d'une nouvelle ère où l'Afrique francophone s'émancipe et où les populations devraient enfin profiter d'une émergence économique, grâce à des présidents de transition en action. Il est primordial que les Africains saluent la coalition entre ces 3 pays à la recherche de paix et de stabilité et prennent conscience que les solutions au développement du continent passent par des changements politiques, pas forcément démocratiques, tant que l'intérêt de la population prime. Face à la menace d'une intervention militaire, au manque de soutien et aux sanctions de la CEDEAO, le Maroc vient également de proposer une alliance économique et géopolitique au Mali, Burkina Faso et Niger, avec entre autres un accès à l'océan Atlantique et au marché international. Cette solidarité africaine inédite entre le Sahel et le Maroc est une étape de plus vers l'indépendance du continent africain, libéré de la puissance étrangère. La mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, est officiellement terminée depuis ce 11 décembre, après 10 ans de déploiement. Comme de nombreux pays, le Mali est actuellement victime d'une nouvelle guerre, qui est informationnelle, notamment de la part des médias étrangers, qui vise à dénigrer le pays à l'échelle internationale en diabolisant le gouvernement de transition en place qui privilégie la nation au détriment d'Occidentaux dont les intérêts sont mis en péril. Il est essentiel que tout le monde le sache afin de gagner cette nouvelle guerre des esprits qui nous concerne tous au quotidien en nous divisant, dominant et donnant le statut de coupable à des victimes et de victimes à des coupables. Au moment où je termine le montage de cette vidéo, la loi anti-immigration vient d'être votée, et je me demande si les tensions avec l'Afrique n'ont pas facilité ce choix politique de la Macronie. Si comme moi, en période électorale, vous êtes déjà imaginé une science-fiction style Black Mirror, avec comme titre « La reconquête de la France par l'extrême droite », désolé de vous l'apprendre, mais nous y sommes. On va pas se lamenter car c'est pas pire que de vivre dans un pays en guerre. Avec le recul, la guerre, c'est un bourreau face à sa victime, les deux chapeautés par des protagonistes extérieurs qui trouvent un intérêt financier dans le chaos. C'est pour ça qu'on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais j'ai le souvenir d'aucune guerre récente où à la fin on est capable de dire qu'elle a servi à quelque chose. C'est tristement incroyable de se dire que dans le monde dans lequel on vit actuellement et toute la modernité que cela inclut, il y a encore besoin de faire des guerres violentes où l'on tue des innocents pour alimenter le business des armes, au détriment de la communication qui est la base de l'être humain, de la naissance au repos éternel. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager, critiquer. Je conclurai en vous disant, ne prenez jamais l'information qui vient de loin comme une vérité. La vérité se passe toujours sur le terrain. On a laissé tomber la Libye, et la Libye est devenue un chaos. On a envoyé les soldats français au Mali. Peut-être était-ce nécessaire, mais sur un espace grand comme 3 fois la France, envoyer 3000 soldats français pour établir l'ordre, je me demande encore quelle est leur mission. Ils ont évité que le Mali tombe aux mains des djihadistes. On a dit aux Français que ça durerait que quelques semaines. J'ai toujours pas compris quelle était la mission et combien de temps nous allions y rester. Donc, l'intervention en Libye était justifiée. Nous avions un mandat des Nations Unies. Nous avons réussi. Les élections avaient eu lieu. Et ce fut une grande erreur diplomatique que de laisser tomber la Libye. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.